Bonjour et bienvenue à tous. En cette période de canicule, on va regarder qui sont les personnages de Fear and Hunger Termina. C'est la partie 2, je vous invite à aller voir la partie 1 si vous ne l'avez pas vue. Donc une vidéo de PugSR très intéressante, franchement il a fait pas mal de trucs très cool sur Fear and Hunger, c'est un youtubeur très sympa, je me suis inspiré de pas mal de ses vidéos. Et aujourd'hui, on va regarder un peu ce qu'il nous dit justement sur tous ces personnages de Fear and Hunger Termina. Donc si vous voulez vraiment, je vous ferai peut-être une vidéo des deux complets édités ensemble justement avec les deux parties réunies et une intro exclusive. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la vidéo en entier ou du Baldur's Gate. On fait pas mal de choses, bientôt 2000 abonnés sur la chaîne, hein. On a 1600, j'essayons d'attendre les 2000 voire les 3000 avant la fin d'année, ça serait cool et j'essaierai de faire quelque chose de sympa. Si ça vous plaît, profitez de cette vidéo du premier tournoi de Fear and Hunger Termina. On parle de la légende, on parle de l'homme, on parle de Marco. Né en janvier 1911, il est l'équivalent dans Fear and Hunger, il est né dans l'équivalent en Sicile, hein, l'équivalent dans le jeu de la Sicile, dans le monde réel. Pourriez vous demander, comment est-ce qu'on sait tout ça? Eh ben c'est une sorte de canon qu'on sait un peu dès le début. Nous savons qu'il est né près du Vatican, justement près du Vatican au moins, et dans Fear and Hunger 2 il y a une citation qu'il peut nous dire et il dira que dans son pays justement d'origine nous aurions un dicton pour les endroits comme ça, qu'il n'est probablement pas italien, donc ça sonnerait probablement comme quelque chose de Sicile à peu près, mais voilà, en tout cas dans le monde de Fear and Hunger. Là ça c'est de l'à peu près, c'est un peu brouillon, selon le wiki du moins nous savons qu'il est italien et très probablement spécifiquement sicilien, mais il mentionne qu'il avait une bonne vie de famille, une minute, puis la chose dont il se souvenait, ses parents étaient morts et lui et sa sœur, dont le nom n'est pas nommé, était seul dans la rue. C'est à peu près quand il avait 10 ans, seulement à ce moment-là il a fallu qu'il trouve une façon de vivre dans la rue. Et il pourrait choisir soit de devenir un voleur à la tire, un cambrioleur, ou d'essayer de vivre une vie honnête. Les rues le frappent durement, il était un petit garçon, le pauvre, harcelé, sans relâche, et il prenait soin de sa petite sœur, c'est pour ça qu'il aime bien Marina dans le jeu. Il a été harcelé au fil des années, il a connu une poussée de croissance assez forte, il était le plus grand et le plus musclé, même que certains d'intimidateurs qui essayaient de l'embêter, il les envoyait facilement, et il a commencé à protéger sa sœur, il a commencé à voir justement qu'il pouvait gagner plus d'argent en utilisant la violence. Malgré cela, c'est quelqu'un de doux et il refuse de travailler pour des gangs. Donc à un moment donné, il a entendu parler d'une patinoire de combat souterraine, mais où il pourrait utiliser son combat sans tuer personne pour gagner un max d'argent. Donc très intéressant. Un an après l'autre, où s'écoulait sa sœur, finit par commencer une relation avec un homme nommé Riccardo et qui est le chef de la mafia, un gang de haut rang et prochainement dans la lignée de la foule elle-même. Une fois que les sœurs et Riccardo ont commencé à sortir, Riccardo au début était très gentil avec Marco comme un parfait gentleman. Finalement, Riccardo a demandé à Marco s'il voulait rejoindre la famille en tant que bruisseur. Alors je sais pas exactement ce que c'est. Marco a poliment refusé. Étonnamment, Riccardo l'a bien pris et plutôt proposé à Marco de trouver un véritable entraîneur de boxe qui pourrait non seulement le rendre célèbre mais lui rapporter des tonnes d'argent, augmenter ses compétences de combat. Marco, bien qu'hésitant, a finalement accepté. Après que sa sœur lui ait dit qu'il devrait y aller, Marco finira par rencontrer son entraîneur et son entraîneur l'a formé. Peu importe à ce que Marco voulait, Marco, conquis par cet acte de bonne foi, pensait peut-être que Riccardo n'était pas si méchant après tout. Il passera de plus en plus de temps avec son nouvel ami, même si sans s'en rendre compte, il était absorbé par la folie elle-même après un moment. Riccardo dit à Marco qu'il avait des choses à faire. Il avait besoin que Marco tue son prochain adversaire sur le ring, car c'était un gangster rival. Marco a bien sûr refusé. Riccardo puis lui a dit qu'il avait piégé avec tous ses entraîneurs et combats, et Marco avait besoin de l'écouter. Encore une fois, il a refusé, et Riccardo a tenté une tactique différente, un truc un peu d'enfoiré qu'il a fait. Il a menacé la vie de la sœur à Marco, donc il avait plus d'autre choix que d'accepter. Il a fait donc simplement en disant qu'il ne pouvait pas mettre la vie de sa sœur en danger, alors il a fait une seule chose, il aurait pu tuer son adversaire. Après ça, Riccardo a continué à demander à Marco de faire du travail pour lui, donc à chaque fois qu'il s'est assuré de tirer parti de la sécurité de sa sœur, Marco n'avait d'autre choix que d'accepter, donc c'était un peu sa marionnette Marco quoi. Finalement, il en a eu assez, mais jour après jour, cela l'a rongé, jusqu'à ce qu'il finisse par craquer. Peu importe ce qu'il devait, tuer Riccardo, alors Marco il est parti le voir un jour entouré de ses autres hommes de main, il a réussi à le tuer d'un bon coup franc. Il l'a fait si vite qu'aucun agent de sécurité même ne pouvait le toucher maintenant que Riccardo était mort. Marco devait partir, il a réussi à le faire seulement avec quelques entailles et quelques coupures, mais il avait un problème avec Los Angeles et la foule, donc tout le monde était après lui. Il a décidé de fuir le pays juste avant
de pouvoir, mais il a reçu un appel de sa sœur, qui elle avait été justement dans un autre pays, le pays de Val. Elle avait été dans le pays de Valente, dans la maison d'été de Ricardo. Marco lui a dit de rester sur place et il montera dans le premier train. Il n'aura qu'un seul arrêt à l'avance ici. Il sera témoin des horreurs du festival de Termina et c'est là que le jeu commence avec lui. Je vous invite à aller voir comment l'optimiser, hein. J'ai fait une vidéo parce que l'introduction de Fear and Hunger est très importante. Vraiment, je sais pas comment le dire plus aux gens, mais sinon vous ne profiterez pas bien du jeu. Donc allez voir toutes mes vidéos, comment optimiser son personnage dès l'introduction de Fear and Hunger. Avant même de jouer au jeu, hein. Après, vous pouvez jouer à Fear and Hunger tranquillement, mais que ça soit le 1 ou le Termina, allez voir ça avant. Ça serait super sympa. J'espère que la vidéo vous plaît. Big up à PugSR, abonnez-vous, pouce bleu, et on va continuer justement avec d'autres personnages. Donc ouais, Marco du coup qui va voir le terminal, hein. Je crois qu'on a parlé d'Abella dans les premiers aussi. Donc très sympa, très 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 sympa. Il n'y a pas beaucoup d'événements qui peuvent se produire si vous ne jouez pas avec lui au début du jeu. Donc il reste aussi Olivia, hein. On va parler d'Olivia dans un instant. Olivia, c'est un personnage très 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 intéressant. Elle a un fauteuil roulant, hein. Et si vous jouez pas avec elle, elle n'aura pas de fauteuil roulant dès le départ. Donc Marco, étant le gars sympa qu'il est, il le fera. Il ira en chercher un le deuxième jour. Il rencontrera ainsi Tanaka. Si Tanaka est encore en vie, il empêchera Tanaka et Marco de les menacer et de leur dire qu'il va les tuer tous les deux. Et si vous n'intervenez pas, il le fera en effet. Tuez-les tous les deux, mais si vous intervenez, vous devrez tuer le chemin, je sais pas de quoi il parle, après cela. Donc Marco, il amène le fauteuil à Olivia, et il entraînera Tanaka à la voie du point. Et encore une fois, si Tanaka est encore en vie à ce stade, ils le feront tous les deux, entraînez-vous jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux des Moonscrotch. Marina, qu'on voit ici, attendra simplement autour du train, jusqu'à ce qu'ils deviennent Moonscrotch dans le géant Marco. Le seul événement est que Kagura vous reconnaîtra et essaye de vous tuer si vous dormez à certains endroits. Il dira, il te reconnaît, il essaiera de te tuer, mais si tu dis certaines choses, il reculera. Si Marco gagne le festival, il n'en parlera plus jamais. Il essaiera juste d'oublier ce qui s'est passé après Ville, et il montrera, ou après Al, et il montrera dans le train, être proche de sa sœur. Il ne dira même pas ce qui s'est passé. Il ouvrira simplement un gymnase à Valentin pour entraîner les gens. Au cas où cela se reproduirait, il pourrait vivre et faire exactement la même chose. Probablement s'il survit et si quelqu'un met fin avant que son Moonscrotch ne le touche. C'est tout ce qu'il y a sur Marco, c'est un gentil géant. Ensuite Marina, hein, donc on voit là. Marina, c'est un cas quand même très intéressant. Né en novembre 1923 dans l'église d'Olmer dans Préville. Vous pouvez réellement la visiter dans le jeu, cette église, née d'un prêtre sombre et d'une mère attentionnée. Mais quand elle est née, son père, malheureusement, n'était pas là. Quelque chose d'horrible s'est produit dans les yeux de la mère de Marina quand elle est née. Marina le savait, ce qui arrivait aux hommes nés dans la famille de son père. Ils sont tous devenus des prêtres noirs, un sort horrible qui a obligé les prospects à tuer et à accomplir d'horribles rituels. Pour protéger Marina, la mère de Marina l'a élevée comme une femme. Les plans de sa mère ont été réalisés et elle a été protégée du devoir de devenir un prêtre noir scolarisé à la maison. Donc ça voudrait dire qu'à la base c'était un garçon, faut croire, hein, ou je sais pas, en occultisme, mais avait un bon talent pour cela, remarqué par le Vatican. On lui a proposé... Ah ouais, oui, c'est ça, elle est née homme, effectivement, ouais, mais quand elle est née, elle est née homme. Ouais, putain, c'est chaud, je savais pas ça. Donc pour pas devenir un prêtre, elle a été élevée comme une femme, donc sa mère était très fière et lui a dit d'y aller. Mais son père a découvert le secret donc de l'occultisme, elle a découvert aussi qu'elle était née homme et son père était furieux. Marina, malgré cela, a dit qu'elle resterait une petite fille. Donc ouais, waouh. Elle a dit que c'était plus naturel et peu importe, elle aimait qui elle était et avec cela, elle s'est rendue au Vatican. C'est une putain de dinguerie. Là-bas, elle a développé ses connaissances et de plus en plus de prouesses et d'occultisme. C'est ouf que j'apprenne ça maintenant, franchement. Même si quelqu'un la surveillait toujours, mais de toute façon, après, ça m'étonne pas, hein, le jeu, de toute façon, il y a tellement de choses... de fou ici. Elle a reçu une lettre de son père disant que sa mère était décédée. Aussi simple que ça, pas de sympathie, pas d'amour. Donc franchement c'est chaud. Aucune ligne téléphonique. Elle se sentait très mal à l'aise et avait l'impression que son père avait fait quelque chose d'horrible en ville. Alors elle est montée à bord du premier train et le jeu commence. Donc Marina, elle a plein de choses qui sont uniques de temps en temps. Vous pouvez voir une fille, vous regardez. Votre objectif est de vous rendre à l'église où se trouve votre père. Si vous ne jouez pas le rôle de Marina, elle finira par être kidnappée par le maire. Ah, c'est horrible, sinon elle le fera. Soit à la librairie où tu pourras l'emmener à l'église si tu vas dans cette direction. Aussi, si tu arrives à l'église au début du premier jour, cette fille qui te regarde sera là.
Elle poignardera le père de Marina, qui ne mourra pas mais disparaît dans le sol. Donc le père de Marina ne meurt probablement pas, mais Marina supposera qu'il le fait même si vous n'êtes pas Marina. Donc vous verrez cette scène ou une autre scène qui peut arriver, bien que ça soit plus rare. Donc le club, si Dan et Marina sont là, ils auront une interaction amusante où Dan demandera à Marina si elle est assez vieille pour boire et elle dira oui, elle a 18 ans. Ce qui est apparemment l'âge pour boire en Bohème, hein. Les Américains, donc comme Pegesser, c'est 21 ans, donc ils trouvent ça étrange. Mais si Marina dit qu'il n'a pas sa carte d'identité sur elle et que Dan refuse de lui servir un verre, alors Marina dira qu'elle est juste partie chercher une poubelle ou quelque chose pour une bouteille, ce qui est un petit clin d'œil amusant au jeu. À part ça, c'est vraiment tout ce qu'on a sur Marina. Donc on peut passer à Olivia, qui est la prochaine étape, et c'est probablement le deuxième personnage jouable préféré à Pegesser, né en 31 décembre 21, avec sa sœur jumelle également née dans le monde 1er janvier pareil. Relia, sa sœur jumelle. Elles étaient nées dans l'Empire de Brême au début de leur vie, Olivia et sa sœur jumelle, très proches, même opposées pourtant. Olivia était introvertie, aimait les livres, jouait avec les plantes, hein, une vraie botaniste, Olivia, un peu une Hermione, pendant que sa sœur jouait dehors avec d'autres enfants. Et en jouant à faire semblant, une décennie plus tard, environ 15 ans, quelque chose de malheureux s'est produit. Olivia a une série d'accidents vasculaires cérébraux et a perdu le sens du mouvement. Elle a consulté un médecin assez rapidement et ses jambes auraient pu être sauvées, mais malheureusement, ils étaient trop religieux, ils croyaient pas en la médecine moderne et la science, donc ils ont fait que prier pour qu'elle aille mieux, et vous imaginez bien que ça n'a pas fonctionné. Donc franchement, il balance en plus en vrai, hein. Pas suffisamment dévoué à Sylviane. À cause de cela, elle devait maintenant utiliser un fauteuil roulant, au moins pendant longtemps. Quelques années plus tard, Olivia et sa sœur ont tous deux obtenu des bourses d'études dans des universités prestigieuses de l'Empire de Brême. C'est triste hein, quand même comme jeu. Olivia et Relia étudieraient dans leur domaine d'études individuelles. Olivia étudia la botanique et Relia étudierait l'ingénierie et la technologie New Age. Donc Relia serait un papillon social et commencerait une relation avec un professeur Joker, donc qui serait fier d'Olivia, bien que jalouse, avance dans son propre domaine et aurait l'opportunité de sa vie, un programme d'échange entre l'Empire de Brême et l'Union de l'Est. Désolé pour ça, tac tac tac, ouais c'est ouf quand même, franchement c'est vraiment très 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 ouf. Donc si elle obtient son diplôme, Olivia, elle peut ouvrir sa propre serre, hein. Donc elle veut vraiment être botaniste avec sa sœur, mais à sa grande consternation, non seulement ses parents reçurent une lettre l'informant qu'elle était accusée de trahison, qu'elle se trouvait dans une prison de l'Empire de l'Est, une manière où elle est tombée, elle s'est échappée de la prison par une organisation terroriste du nom de Liberty Underground, hein. Donc c'est quand même super fou ça aussi. Donc il y a le texte juste là. La dernière fois vous le voyez même pas le texte. L'enregistreur d'écran avait pris juste internet. Donc c'est assez fou. Enfin bref, connu sous le nom de Liberty Underground, sans nom en NLU, en abrégé hein, du coup. Elle avait déjà entendu ce nom auparavant. C'était un professeur, ce qui sortait seulement pour découvrir qu'il avait été exécuté pour être en association avec ce même groupe. Elle a fouillé ses affaires et a trouvé des lettres de Ria, justement de sa sœur jumelle. Il s'agissait d'une arme qu'elle était en train de développer, quelque chose appelé Logique. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur ma chaîne, hein, le projet Logique. La dernière lettre parlait du Kaiser, hein, le Yellow Guard, le chef de l'Empire de Brême. Il cherche quelque chose dans la ville, appelé Préville. Alors Olivia est allée chercher sa sœur, et Olivia n'a pas d'énorme interaction dans le jeu. Si vous jouez avec elle et que vous faites une fin, cela vous mènera à IIA, sa sœur qui est devenue la machine biologique. Donc on va supposer que c'est la fin canon pour Olivia, mais nous ne savons pas vraiment si elle gagne le festival, et avec sa fin B, elle deviendra étrangement heureuse. Elle a appris que son fauteuil roulant ne la définit pas, même si c'est en tuant des gens qu'elle était la seule survivante. Son fauteuil n'avait pas d'importance, elle était meilleure que les 13 autres personnes. Elle parcourt juste la campagne et être heureuse d'être en vie, ce qui est assez gentil. Le dernier candidat qu'on n'a pas vu encore, jouable en tout cas, candidat jouable, parce que dans la prochaine vidéo, on va parler des candidats non jouables qui auraient pu être jouables et qui peut-être un jour seront rajoutés. Donc très intéressant. Ossa, les gars, Ossa, le mage jaune, né en 1910 à Avonia, un pays non mentionné, apparemment, en tout cas dans l'univers de Fear and Hunger jusqu'à le 2. Donc Avonia, une nation déchirée par la guerre, et Ossa avait peu d'amour pour son propre pays. Il est devenu apprenti dans une église, il a refusé de le faire, il a participé à tous les efforts de guerre, il poursuit ses études et commence à surclasser plusieurs de ses pairs jusqu'à ce qu'il soit conduit dans les secrets de l'église ici, mais il a appris quelque chose qu'il n'aimait pas dans cette église. Ils utilisaient principalement la religion comme un outil politique
pour ne pas réellement culte. Ils utilisaient la religion pour contrôler les personnes de statut inférieur. Il détestait cela et il décida qu'il ne voulait pas en faire partie à ce moment-là. Il trouva un parchemin dans son église sur un groupe de mages qui utilisaient la religion pour leurs propres bénéfices, mais aussi pour approfondir leurs connaissances sur l'univers. Il croyait également en l'état naturel de l'univers, et cet état naturel était le chaos. La seule constante dans le monde est le changement après tout. Il s'est ensuite rendu dans les sanctuaires orientaux et a été accueilli avec dédain, en raison de ses croyances. Cependant, les mages jaunes l'ont finalement trouvé et lui ont proposé de se joindre à eux, lui ont enseigné la magie de Grogoroth, le dieu destructeur, vidéo sur la chaîne, vous connaissez, et les autres anciens dieux, pareil, vidéo sur la chaîne. Alors qu'ils parcouraient le groupe, ils ont voyagé très loin et ont trouvé un homme nommé Hadil, un magicien extrêmement puissant et puissant que ce magicien voulait Osaa. Il l'a renvoyé au début, et proie à ses cauchemars horribles, Osaa lui-même a commencé à croire que finalement ce magicien avait raison. Puis il a finalement rejoint ce magicien et a continué ce voyage avec ce mage, et il l'a eu. À fur et à mesure qu'il se rapprochait de plus en plus des donjons, les gens commençaient à abandonner l'aventure un par un, mais Osaa reste fort ici. Vous obtiendrez un truc du style choisissez votre propre aventure, mais rien de ce que vous faites vraiment n'a d'importance. Trop peu importe ce qui arrive, vous trouverez une tête carbonisée et encore plus étrange que ça, elle parlait, la tête carbonisée qui s'appelle bien sûr Nash Aha, vous le connaissez, qui a dit à Osaa d'acquérir plus de pouvoir. Tout ce qu'il avait à faire était de suivre sa propre cupidité et sa soif de pouvoir. Ça m'étonne pas venant de lui, il a toujours été assez drôle la tête. Peu importe ce qu'il a dû sacrifier pour l'obtenir, et pour l'aider encore plus, la NRA a dit à Osaa d'aller dans une ville appelée Préal. Donc Osaa, après sa perte de pouvoir, a fait exactement ça. Il est monté à bord du premier train. Et oui, il a été frappé par le même problème que tous les autres participants. Vous le savez, il va méditer, c'est quelque chose un peu spécial avec Osaa. Quelques interactions, il va méditer et bloquer sur certaines zones, il vous avertira si vous vous rapprochez, il vous attaquera et vous tuera. C'est un concours après tout, il est prêt à tout pour se défendre, mais il est en fait le concurrent le plus facile à combattre. Il ne pourra pas non plus être recruté à moins que certaines actions très certaines n'aient été accomplies. La seule façon de le faire est de vous frayer jusqu'au bunker dans les bois là-bas. Il sera touché par une flèche probablement d'ici août et sera affaibli, il ne vous laissera jamais rejoindre votre groupe à moins qu'il ne soit là cette semaine. Indiquez votre chance, les deux seules autres interactions ont lieu lorsque vous êtes dans l'église d'Olmer et que vous consultez le confessionnal. À ce moment-là, Osaa sera touché par une flèche. Non, c'est pas ça, pardon. Osaa fera semblant d'être un prêtre et vous demandera de faire une confession. Vous pourrez faire ce que vous voulez ici et vous pourrez gagner une affinité totale en le faisant. Il sortira et rira, il fait une blague, ce n'est pas un prêtre d'Olmer, il trouvera ça drôle et s'en sortira. Le seul autre événement est que si vous jouez avec lui, rappelez-vous comment il nous a parlé de Dan la dernière fois, comment il sera dans les appartements de moisissure en regardant le symbole. Le baron avait l'habitude de sacrifier sa femme. Ici, si vous êtes Osaa, vous pourrez dire à Dan que ce symbole est pour le dieu du soufre. Et si vous voulez en savoir plus sur lui, j'ai fait une vidéo entière qui lui est dédiée. Et ouais, très tôt dans ma chaîne en plus. Toute cette cage de Fear and Hunger, vous pouvez regarder justement cette vidéo sur le dieu du soufre. À part ça, le dernier qui peut arriver est que si vous êtes et que vous faites la fin, que vous combattez le Kaiser, justement, il va traiter le Kaiser de bébé bâtard, puis il dira qu'Osaa a un gros pénis pour une raison quelconque. C'est la raison pour laquelle il voulait aller après Evil, il voulait tuer le Kaiser, mais une fois que vous l'aurez battu, il disparaîtra sans mourir, et après cela, la seule chose à faire est d'être absorbé par la logique, faisant mourir Osaa efficacement, ou du moins lui faisant perdre tout sens de soi. Quoi qu'il arrive à Nashara, on ne sait pas, c'est inconnu, si vous le savez, commentaire, vous connaissez. Mais si Osaa gagne le festival, il jettera Nashara dans un lac, il ouvrira sa propre église et gagnera une renommée et fortune dans le monde entier. À part ça, c'est tout les candidats jouables de Fear and Hunger. Nous avons 3 autres candidats injouables dans cette vidéo-là, alors passons à cela. Mon candidat non jouable préféré est maintenant ici, avec Pav Pav, né le 21 décembre. 21 décembre dans les années 1910 à peu près, ou 20, il est né dans un endroit appelé la République de Vérone et a probablement eu une enfance assez dure, justement, assez décente, du moins je suppose, car lorsque sa ville natale et son pays ont été détruits, il a juré de se venger des responsables, wow, ça kick, et qui a été responsable autre que le Kaiser
Kaiser lui-même. Mais en tuant le Kaiser de la surpuissance mondiale, quel empire de Brême ne serait jamais facile. Il est probable qu'il n'aurait même jamais la chance de voir le Kaiser et encore moins de le tuer. Alors Pave a pensé à un plan sournois, mais assez génial. Vous voyez la raison pour laquelle Pave vit ici? Le but était de se venger, peu importe ce qu'il faisait, ou qui il devait tuer. Il le fera, peu importe. Donc il voulait tuer le Kaiser, son plan était de le rejoindre, de devenir une partie de Bremen de l'Empire, justement, de gagner la confiance du Kaiser en étant le parfait soldat, et s'il était assez brutal et assez parfait, peut-être qu'il pourrait le rencontrer et avoir la chance de le tuer, alors c'est exactement ce qu'il a fait, en étant particulièrement cruel dans les rangs de l'armée. Il est devenu lieutenant. Après qu'il ait atteint un grade suffisamment élevé, il a éteint les informations selon lesquelles le Kaiser se rendrait à Préville pour trouver quelque chose qu'il chercherait et avec un minimum de sécurité, considérant cela comme sa seule opportunité, il a sauté dans le train tout seul pour y aller. À partir d'ici, le jeu commence. Pave est un peu différent de tout le monde, mais au début du voyage, une fois que le train s'est arrêté, il s'en va justement. Vous ne pouvez même pas le voir, il le fait, je n'ai pas besoin que le train se rapproche de toute façon, il partira avant tout le monde. Ça sera le seul à le voir partir, c'est Cameron. Il jettera l'œil, ira chercher le Kaiser et il y a quelques événements dans le jeu principal. Si vous trouvez Abella et que vous partez avec elle pour trouver une des clés de la ville où il vous rencontrera après avoir quitté les urgences en disant qu'il est fier de vous, que vous devriez trouver une autre clé qui vous aidera toutes les deux à rentrer dans la ville apparemment utile. Il flirtera également avec Abella si vous êtes Abella jusqu'à ce qu'il dise, en plaisantant, qu'il vous tuera plus tard avec un sourire. Et j'ai fait une chanson en plus qui s'appelle Abella, qui est aussi bien pour Abella de Fear and Hunger que pour Abella Danger, vous le savez. Dispo sur Carré Musique, allez checker ça. Donc il partira la prochaine fois que vous pourriez le voir, pendant le deuxième jour où il pointera une arme sur Marco et Tanaka, ou à moins que vous n'interveniez, il les tuera tous les deux. Je trouve cela étrange, mais pourquoi il ferait ça? Son objectif c'est de tuer le Kaiser, alors pourquoi il en tuerait d'autres? Bizarre, peu importe. S'il a gagné le festival ou pas, tant qu'il a pris sa revanche, mais peut-être que je lui donne trop de crédit et qu'en fait il est juste prêt à tuer tout le monde et à vivre la dernière fois que vous pourrez le voir, c'est soit le jour 1 ou le jour 2. Il trouvera le Kaiser juste sous la tour creuse où il le défiera et sera abattu facilement. Il survivra cependant, mais à peine vous pourrez le ramener au train, il survivra jusqu'au jour 3 nuits où il décédera parce que ses blessures ne sont pas soignées, donc peu importe, le pavé ne peut pas survivre, ou la brûlure de lune, à moins que vous n'arriviez jusqu'à la fin avant le deuxième jour de la nuit, auquel cas il peut, mais sans que sa vengeance vienne passer, et un peu bizarre. La prochaine, justement, assez bizarre, Samour, qu'on voit à l'écran, là, qui est né en janvier, quelque part entre janvier 1923 et 1924, vu qu'elle a le même âge que Marina, nous ne savons pas grand-chose de son enfance, mais elle a déjà un skin très moche, et elle est allée à la même école que Marina au Vatican. Contrairement à Marina, elle est née avec un don spécial, très douée. Elle est née avec un don spécial, très douée en occultisme, pas par un travail acharné, mais par talent. À cause de ça, elle a été placée dans quelque chose appelé le 9e cercle, une secte de l'école où Marino est allé, donc Marina. Cette secte faisait un rituel pour les anciens dieux, où ils laissaient leur corps dépérir au point de mourir pour voir les messages des anciens dieux. Bien qu'un énorme tribut dans le corps soit fait, elle et Gilles étaient dotés de capacités ultimes incroyables à cause de cela, telles que de la nécromancie, de la téléportation, magie du sang extrêmement puissante. Cependant, elle est extrêmement faible, apparemment frêle. Elle rencontrerait au moins Marina de loin, où elle tombera amoureuse, ou du moins est devenue obsédée par elle. Elle rencontrera jamais Marina auparavant, mais une fois que Marina quitta Samur, soit il échappera à ce rituel, soit ils lui permettront de partir. Elle suivra Marina jusqu'à ce qu'elle s'affole et attendra juste hors de la vue pour que personne ne puisse le faire. Si jamais elle le voit, donc le chemin jusqu'à l'église du père de Marina, elle le tuera. Ça c'est ce qu'on a vu un peu avant, car elle sait qu'il y a des tensions entre Marina et lui. Donc Samur a fait de ses recherches sur Marina presque au point d'être effrayant. Elle s'assure que le seul lien que Marina ait dans ce monde, ça soit elle. Donc c'est vraiment une ex toxique, c'est vraiment une ex très toxique. Vous pouvez la regarder entre guillemets, tuer le père de Marina, si vous la trouvez un jour un matin, vous pouvez la convaincre bien sûr, alors la convaincre de quoi? Mystère et boule de gomme, tac tac tac, donc Samur, sa forme de Moonscroche, sa brûlure de lune, à tout autre moment que le jour, un matin, elle deviendra dysmorphie. Avec cela, nous pouvons en déduire en quelque sorte qu'elle pourrait, j'ai un problème avec son apparence ou son corps à cause de la dysmorphie du terme, mais nous ne savons vraiment pas grand chose d'autre sur elle, c'est une des plus secrètes, c'est pour ça qu'elle est assez sympa, elle est intéressante. Et on attaque le dernier personnage qui est très cool,
très très cool comme personnage, un des personnages finaux, Tanaka. Et on a très peu de connaissances sur lui, il a une quantité décente d'événements sur jeu. Tout ce qu'on sait vraiment sur son passé, c'est que c'est un homme d'affaires appelé Edo, né en août, probablement au début des années 1900. Mais c'est un homme d'affaires qui a repris les affaires de son père, de son daron. Il ne voulait probablement pas parce que son père était beaucoup trop dur avec lui, donc son père apparemment était pas sympa du tout. Et il s'est rendu à Préville pour capitaliser sur la nation déchirée par la guerre. Donc en plus, ouais. Et comme vous pouvez le comprendre, il s'est retrouvé dans une très mauvaise situation. Il a tendance à mourir de plein de façons différentes. Il en faut beaucoup, vraiment beaucoup pour le garder en vie. Il peut mourir des aiguilles du Woodsman. D'autres manières, si vous ne le gardez en vie, je crois que si vous tombez dans les toilettes, il meurt, c'est même sûr d'ailleurs. Il demandera à Marco de l'entraîner, après, deuxièmement, il s'entraînera avec Marco, il portera un bandeau rouge et tout. S'il reste en vie assez longtemps, il se transformera en jugement. À part ça, bien que Tanaka, on a vraiment très peu de connaissances sur lui. Si vous avez des vidéos quand on parle en anglais, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et j'ai fait une vidéo spécialement sur Pocket Cat, une vidéo sur Moonless, une vidéo sur chaque dieu. Faire une vidéo sur Tanaka serait avec grand plaisir, pardon. Donc si vous savez une vidéo spécialisée sur lui, n'hésitez pas à me l'envoyer, je la traduirai comme la vidéo sur Pocket Cat, je crois qu'il vous a bien plu, ça y est, j'ai couvert tous les participants du tournoi, il y aura une prochaine vidéo, justement, on va parler peut-être des prochains qui pourraient arriver, de pas mal de choses, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, vraiment, c'est toujours du taf, on se rend pas compte, mais c'est toujours du taf, et voilà, donc abonnez-vous, pouce bleu, ça ferait super plaisir. Si vous avez des suggestions sur des vidéos de Feed & Hunger, faites-le moi savoir en commentaire. Pareil pour le Baldur's Gate 3, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, je les lis vraiment tous. Merci à tous, je vous aime tous, au revoir et à bientôt.